Bonsoir, merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de 22 h. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République prend part donc à une table ronde de dirigeants à Beijing dans le cadre du sommet sino-africain. Les signatures également durant le sommet d'un mémorandum d'entente entre le port de Djibouti et China Merchant Group. Et au Niger, l'Union européenne débloque 13,77 milliards de francs CFA en appui à la justice et à la sécurité intérieure. Merci à vous de nous rejoindre. Le sommet de Beijing, forum donc sur la coopération Chine-Afrique, a tenu ce mardi une table ronde des dirigeants au Grand Palais du Peuple, réunion au cours de laquelle le président chinois Xi Jinping et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa ont présidé donc deux discussions en rapport avec le développement des relations sino-africaines et aux problèmes majeurs régionaux et internationaux. La délégation djiboutienne conduite par le président de la République a pris part donc à cette importante rencontre au cours de laquelle deux documents seront publiés à l'issue de cette rencontre. Il s'agit de la déclaration de Beijing pour construire une communauté de destin plus étroite entre la Chine et l'Afrique et du plan d'action du Forum sur la coopération Chine-Afrique 2019-2021. Le forum de cette année s'est fixé plusieurs objectifs. Il s'agit de réaffirmer l'attachement et l'appui du partenariat Chine-Afrique à l'ONU. Également à la clôture de ce sommet, un appel sera lancé à la communauté internationale à œuvrer à l'application de l'accord de Paris sur le climat et marquera son appréciation sur le dialogue promoteur entre les États africains et les pays émergents regroupés au sein des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, dont le premier sommet s'est tenu au mois de juillet dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les États africains et la Chine vont enfin saluer l'ouverture à Beijing d'une délégation donc permanente de l'Union africaine au sein du corps diplomatique accrédité en Chine. Et dans le forum précédent, le président de la République a prononcé un important discours durant lequel donc il avait indiqué que la Chine est devenue une véritable locomotive de l'économie mondiale et se soucie du devenir du continent africain. Selon le chef de l'État, la Chine s'emploie à aider le continent à se développer et à assurer sa croissance économique. Le président Guelleh s'est exprimé en ces termes. Le président de la République, la tenue de l'organisation de ce sommet par le président chinois Xi Jinping, son gouvernement et le peuple, et souhaiterait donc les remercier pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité fraternelle qui nous a été réservée. Ce sommet du FOCAC porte l'étendard d'une Afrique souveraine, pacifique et solidaire aux côtés d'une Chine unie et indivisible, gage de l'édifice d'une communauté sino-africaine encouragée par une dynamique gagnant-gagnant. Nous nous félicitons, a poursuivi le numéro 1 djiboutien, de prendre part à cette plateforme de discussion et d'échange qui renforce notre partenariat sino-africain et perfectionne nos stratégies de développement. Messieurs les coprésidents, la Chine, désormais véritable locomotive de l'économie mondiale, a prouvé encore une fois qu'elle était soucieuse du devenir du continent africain, devenir promoteur compte tenu de l'ambition de la Chine à respecter et soutenir une croissance et un développement inclusif reposant sur les besoins spécifiques de communautés locales. Le président de la République a poursuivi donc son intervention en indiquant que Djibouti, à l'instar des pays africains, est sujette à un déficit en infrastructures et grâce à notre partenariat avec la Chine, la dernière décennie a vu la réalisation de grands projets portant sur le développement des infrastructures portuaires, ferroviaires et routières afin de faciliter l'accès au marché de la région et accroître ainsi les échanges commerciaux. Aujourd'hui, nous pouvons fièrement déclarer que le bilan des sommets Chine-Afrique précédents est largement positif en matière de valeur ajoutée et de visibilité. C'est lorsque la confiance est établie que les échanges et les investissements prospèrent, parce que de part et d'autre on est assuré que les engagements pris seront respectés. C'est ce qui nous réunit ici encore une fois. Pour conclure, a indiqué le président Guelleh, je voudrais clôturer mes propos en souhaitant le plein succès à la collaboration et à la coopération sino-africaine. Fin de citation. Et le président de la Chambre de commerce de Djibouti, qui accompagne donc le chef de l'État dans ce déplacement, Youssou Moussa Dawalé, nous a donné plus de détails sur les points forts de la table ronde tenue donc ce mardi à Beijing dans le cadre du forum de coopération sino-africain. M. Dawalé a appelé les investisseurs chinois à profiter des opportunités d'investissement disponibles à Djibouti. On l'écoute. Nous avons justement participé en marge du FOCAD, du 6e FOCAD, qui a été
ouvert hier par les chefs d'État africains et le président chinois. Ce matin, nous avons justement eu le forum de discussion entre le secteur privé chinois et africain. Le thème était le dialogue entre les deux secteurs d'activité, c'est-à-dire le secteur privé chinois et africain. Et nous sommes à un stade où nous pourrons appeler qu'il doit y avoir des partenariats gagnant-gagnant, comme disent les Chinois. Et nous avons constaté, beaucoup d'opérateurs ont fait un constat que les opérateurs africains ne bénéficient pas du développement mis sur pied par l'entreprise chinoise. Nous avons aussi encouragé les secteurs privés chinois de venir en masse en Afrique pour qu'il y ait plus de développement. Comme nous savons, il y a plus des entreprises publiques qui travaillent aujourd'hui dans les projets d'infrastructure. Passer les projets d'infrastructure, les sociétés ou les entreprises chinoises privées doivent investir directement dans les secteurs du tourisme, secteur de télécommunications, secteur d'électricité, et ils sont prêts, pour certains en tout cas, dans les logements qu'ils soient intermédiaires ou de logements de luxe, dans le tourisme surtout, c'est ça où le point a été très important. Et tout cela a été discuté ce matin. J'espère voir prochainement une forte délégation de la Chambre de commerce de Shanghai avec son secteur privé qui souhaiterait justement venir à Djibouti pour prospecter des opportunités dans notre pays. Et après sa participation au second et dernier jour du forum sur la coopération Chine-Afrique, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu une série d'entretiens avec des responsables de plusieurs sociétés chinoises. Le chef de l'État a ainsi accordé donc un premier entretien au président directeur général de la China Civil Engineering Construction Corporation, Zhao Dialong. Avec ce dernier à la tête de la société chinoise qui a construit le train électrique Djibouti-Addis Abeba, il a surtout été question d'échanges sur l'évolution du projet de construction de 2 tours jumelles dans le quartier de Boulaos, sur l'appréciation des investissements qu'ils souhaitent réaliser tout au long du nouveau chemin de fer djiboutien et sur la nature des projets touristiques qu'ils espèrent à long terme entériner sur toute la façon donc maritime qui donne accès à la plage djiboutienne de la Siesta. Et poursuivant ces rencontres, le numéro 1 djiboutien s'est entretenu par la suite avec Hu Liuhu, PDG de la société Touch Road, qui compte investir dans notre pays. Le PDG donc a fait part au président de la République des projets de sa société. Le chef de l'État a également reçu le professeur Justin Lin, éminent universitaire et de référence donc international dans le domaine de l'économie. Et avec cet expert appartenant au conseil consultatif du président chinois Xi Jinping et par ailleurs ex-vice-président de la Banque mondiale, les discussions ont surtout porté sur un échange de vues et d'analyses sur l'aptitude au succès de nombreux projets économiques. Le président de la compagnie chinoise Poly GCL, Zhu Gongchan, a lui aussi été reçu par le numéro 1 djiboutien et avec ce responsable à la tête de la société partenaire de Djibouti dans l'acheminement et la transformation du gaz naturel en provenance d'Éthiopie. Il a surtout été question du briefing sur la mise en route définitive de projets économiques annexes dans la création d'une usine électrique à partir de l'énergie solaire et éolienne ainsi que d'une usine d'aciérie. Accompagnant donc le chef de l'État dans ce déplacement, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Gueddi, nous fait le point des différents sujets que le président Guelleh a abordés avec les différents responsables des sociétés chinoises. On l'écoute. Le président de la République a reçu cet après-midi l'équipe des pôles logiciels, à sa tête le président des pôles logiciels, M. Chou. Et nous avions discuté, entre autres, d'abord sur l'état d'avancement du méga-projet gazier et des choses auxquelles la République de Djibouti a facilité et auxquelles a été finalisé auprès de la société pour le logiciel, mais aussi sur la partie éthiopienne sur les accords intergouvernementaux qui sont en phase finale et terminés. Donc aussi le président des pôles logiciels nous avait aussi promis qu'il allait aussi nous faire un plan de développement à Djibouti avec de nouveaux projets concernant la zone de Demerjouk, chose qui a été faite, et des plans de développement ont été présentés au président de la République de Djibouti
Donc nous attendons grand chose et nous allons certainement accompagner la société pour le logiciel à, Inch'Allah, réaliser tous ces grands projets. Et aussi concernant les énergies renouvelables à Djibouti, Pôle Logiciel nous a présenté, de par sa filiale JCL, des nouveaux projets sur les énergies renouvelables. Donc nous allons essayer de développer avec eux, mais aussi avec l'équipe de l'EDD et du ministère de l'Énergie, des projets solaires et éoliennes. Et nous comptons bien entendu recevoir dès la semaine prochaine les équipes de JCL, mais nous allons continuer notre périple en Chine et continuer sur la ville de Suzhou, le quartier général de JCL, afin de voir et de signer un protocole d'entente avec la société de JCL pour ainsi développer à Djibouti les énergies renouvelables. À noter par ailleurs qu'une rencontre a eu lieu entre le président Guelleh et les dirigeants de la société China Merchants Group en marge du 3e sommet Chine-Afrique et du forum économique pour intensifier la coopération entre la Chine et les pays africains. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu ce matin avec une délégation de la China Merchant Chekou Holding conduite par son PDG Li Juanhong. L'entretien entre le chef de l'État et le responsable de China Merchant a essentiellement porté sur les réalisations que ce groupe mène à Djibouti depuis 2012, ainsi que les futurs projets de renforcement des infrastructures. Le PDG Li Juan a fait part au président Guelleh de sa grande satisfaction d'opérer à Djibouti et des succès remarquables enregistrés. Ce dernier est également revenu sur la proposition du chef de l'État de mettre en place un centre d'affaires Chine-Afrique de l'Est et a demandé au président de la République que ce centre soit logé au sein de la nouvelle zone franche internationale de Djibouti. Cet entretien entre le président Guelleh et le PDG de China Merchants a débouché sur la signature d'un mémorandum d'entente entre le port de Djibouti et China Merchants Group sur la transformation de l'ancien port en une ville moderne. 2012, et il a discuté, M. Li, Dr Li a discuté avec le président de la République le futur développement, engagement entre notre pays et ces groupes. L'accord qu'on vient de signer, c'est sur le développement de l'ancien port, qui sera transformé en une ville moderne. Et c'était un plan qui était prévu depuis que les activités du port ont été transférées à Douarlé. Donc c'est un projet de grande envergure d'environ 1,5 milliard de dollars d'investissement. Donc c'est cet accord qu'on vient de signer aujourd'hui. En nouvelles du pays à présent, le ministre de l'économie, de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelghad El Moussa, a effectué hier une visite de terrain pour constater l'état de la route nationale 1 qui s'est fortement dégradée en raison de sa forte fréquentation par les camions lourds éthiopiens et qui a encore subi d'autres dégâts dus aux récentes pluies. Le ministre est accompagné du directeur de l'ADR, l'agence djiboutienne de route, et de quelques hauts cadres du ministère de l'équipement et des transports. Et pour faire face à ces dégradations, l'ADR mène actuellement des travaux de réhabilitation, dont la remise en état de certains ouvrages d'art routier endommagés et situés au poste kilométrique 51. Cet axe routier est doublement important. Il est d'une part le cordon qui relie l'Éthiopie où transite l'import-export de ce grand pays voisin avec Djibouti, mais il permet aussi de relier la capitale aux régions de l'intérieur. Le ministre a visité ensuite le barrage de Wéa, un autre ouvrage qui a été légèrement touché par la remontée des crues de l'Oued. Et après constat, il a demandé d'effectuer des opérations de débouchage des bus de Dalo pour faciliter prochainement l'écoulement des eaux. Santé à présent, le ministre de la Santé a présidé hier une importante réunion sur le renforcement des dépistages volontaires des maladies prioritaires. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de promouvoir les activités de dépistage des maladies prioritaires qui sont fréquentes à Djibouti, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'hépatite ou encore les maladies respiratoires aiguës. Le second point à l'ordre du jour concernait la consolidation des moyens de transport des médicaments vers les structures de santé les plus éloignées à travers le renforcement de la logistique de la centrale d'achat CAM. Et sur ce point, le ministre a donné des directives claires pour disponibilité les médicaments dans toutes les structures du pays et ce sans discontinuité aucune. De l'aéroport vers les stockages et du lieu de stockage vers les régions sanitaires où les services disposent déjà d'une chaîne de froid qui sont liées à des piles solaires.
Une réunion donc d'extension des nouveaux sites de programmes communautaires de promotion et de protection des droits humains a été tenue donc au siège de l'UNFD. Cette réunion donc s'inscrit dans le cadre du programme de promotion des droits humains à travers l'extension des comités de gestion communautaire afin de préserver la santé et assurer le bien-être de la femme et de l'enfant. Les responsables présents ont évoqué les différents projets et les avancées qui ont été menées par les comités de gestion communautaire déjà existantes qui consistent donc à sensibiliser la population sur de nombreux sujets tels que l'éducation, l'environnement, la santé, la protection des droits humains et faire face à toutes les activités qui mettent en danger la santé de la mère et de l'enfant. Il a été aussi l'occasion donc pour discuter des projets qui seront tenus dans ces nouveaux comités qui seront construits dans les différents sites concernés. Et de promotion et de protection des droits humains, appelé Programme Salam, et depuis 2014, sous la responsabilité de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui encadre 27 comités de gestion communautaire situés sur 27 sites de la capitale et les 5 régions de l'intérieur. Ce programme est novateur car il touche à des domaines divers, allant de la santé à l'éducation en passant par l'environnement, avec comme priorité la protection des enfants contre toute forme de violence, en particulier la promotion de l'abandon de toute forme d'excision. Dans le dossier de cette édition, de nombreux centres de mémorisation du Saint-Coran ont été ouverts un peu partout dans le pays, alors que nous nous apprêtons à accueillir le retour de nos pèlerins du pèlerinage. Donc, ces lieux d'apprentissage démontrent encore une fois leur importance. Reportage. Les centres de mémorisation du Saint-Coran, supervisés par le Haut Conseil islamique du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, jouent un rôle important dans la préparation et la qualification des jeunes de notre pays. Ainsi, le centre d'Al al-Momina, situé au quartier 6, est l'un des centres de mémorisation le plus important et principalement qui fait très attention au Saint-Coran. Le fondateur du centre, Cheikh Ahmed Yassine, a souligné que la population avait une demande remarquable d'apprendre et de mémoriser le Saint-Coran et que les adultes s'intéressaient à cela comme les jeunes enfants. Il a souligné qu'environ 115 étudiants ont mémorisé le Saint-Coran intégralement depuis la création de ce centre, il y a 9 ans. Le Cheikh Ahmed Yassine a affirmé que certains d'entre eux ont participé activement à des compétitions locales et régionales et ils ont remporté des grades avancés. La création du centre coranique d'Al al-Mominat a été créée officiellement en 2009 et elle comprend actuellement 7 antennes situées à Djibouti et à Balbala, ainsi que Arta, auxquelles s'ajoutent environ 650 étudiants de différents groupes d'âge, alors que le nombre d'enseignants est de 27. Un des pères des élèves du centre a souligné la grande importance des centres de mémorisation du Saint-Coran. Il a appelé les parents à orienter leurs enfants au centre pour les élever en apprenant et en mémorisant le Saint-Coran. Ce père nous a affirmé que les élèves qui commencent leur éducation à l'apprentissage du Saint-Coran se distinguent des autres enfants par leur ouverture d'esprit et leur bonne morale, ainsi que par leur supériorité dans la réussite scolaire. Le centre Al-Quran, situé dans le quartier Cheikh Moussa, est également un important centre d'enseignement et de préservation du Saint-Coran avec environ 240 étudiants, dont 90 filles. Selon le directeur du centre, Cheikh Mahad Aden Taher, le nombre total d'étudiants qui ont mémorisé le Saint-Coran est d'environ 36 depuis la création du centre en 2013 et le nombre d'enseignants n'est que 7. Il a indiqué qu'ils ont enregistré une réponse remarquable de la population de Balbala en ce qui concerne l'apprentissage et la préservation du Saint-Coran. Il convient de noter que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a lancé, après avoir pris les rênes du pouvoir en 1999, le concours régional du Saint-Coran organisé par le ministère de la Culture et des Affaires musulmanes au cours du mois béni du Ramadan chaque année. Ce concours reflète l'emplacement important de Djibouti et sa recherche et ses démarches sérieuses à être présent au niveau régional. Le centre de rayonnement est une oasis de paix.
Et enfin, sport, pour clore l'actualité nationale, la direction des CDC en collaboration avec la direction des sports a procédé hier à la clôture de la finale du tournoi de basketball inter-CDC de la Cité Stade. Donc, cette finale explosive a opposé le CDC du stade à celui du quartier 5. La formation du stade a remporté la victoire sur un score de 16-13. La direction des CDC entend par ce projet diversifier davantage sa politique de redynamisation de ces structures et offrir aux jeunes un autre type de sport, un sport cérébral, mais aussi de promouvoir la pratique du sport en général à travers les CDC. Historiquement, le basketball est un sport où compètent deux équipes de 5 joueurs chacune. Ils doivent manipuler le ballon avec les mains, l'objectif étant d'introduire le ballon dans l'arceau du panier de l'équipe adverse qui se trouve à 3 mètres de hauteur. C'est la raison pour laquelle le basketball est joué par des personnes assez grandes. Et de là, nous passons aux nouvelles africaines et internationales avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed, bonsoir. Alors, au Niger, Samatar, l'Union européenne a débloqué 13,77 milliards francs CFA en appui à la justice et à la sécurité intérieure. Cette aide constitue une première tranche d'un appui budgétaire dans le cadre d'un programme d'appui à la justice, à la sécurité intérieure et à la gestion des frontières du Niger. Effectivement Ahmed, c'est plus de 21 millions d'euros, soit plus de 13,75 milliards de francs CFA. C'est le montant d'un appui qui a récemment été reçu par le Niger auprès de l'Union européenne. Les fonds sont destinés au programme financé par les fonds fiduciaires d'urgence de l'Union européenne, qui soutient plus particulièrement les réformes, notamment dans le secteur de la sécurité intérieure, de la gestion des frontières, de la lutte contre l'immigration irrégulière et le trafic des êtres humains. Ce nouveau décaissement qui constitue la première tranche du programme appui budgétaire à la justice, à la sécurité intérieure et à la gestion des frontières du Niger porte à 51 millions d'euros la première semestre 2018. Le montant total des soutiens budgétaires est de l'Union européenne au Niger, Ahmed. Et nous restons en Afrique, notamment au lac Tchad, où la crise humanitaire reste grave. Eh bien, malgré les progrès récemment enregistrés, de 10 millions de personnes dans les pays de la région du bassin du lac Tchad ont besoin d'une assistance vitale quotidienne, a alerté hier un haut responsable onusien. L'action humanitaire dans le bassin du lac Tchad, cette région cheval sur le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad, n'est pas chose facile, Ahmed. De nombreuses zones restent inaccessibles en raison des activités des insurgés du Boko Haram. Monsieur, bien que la réponse humanitaire soit importante, elle n'est pas en soi suffisante pour répondre à la crise à laquelle sont confrontées les populations de la région du lac du Tchad. Et direction la Syrie, l'aviation russe bombarde la province d'Idlib. Le régime de Bachar al-Assad et ses alliés ont mené donc, comme il l'avait promis, une opération d'envergure pour reprendre ce bastion insurgé au nord-ouest du pays. Effectivement, Ahmed, l'aviation russe a bombardé aujourd'hui plusieurs zones de la province d'Idlib, dernier bastion, grand bastion plutôt insurgé du nord-ouest de la Syrie, qui fait l'objet d'un ultime balai diplomatique pour éviter une offensive du régime de Damas. Des raids interviennent au lendemain des frappes rebelles contre des positions des forces du régime dans la province voisine. L'attaqué qui en fait 3 morts, selon Rami Abdelrahman, la province côtière de l'attaqué est l'un des principaux fiefs du régime syrien dont est l'origine de la famille Assad. Le régime de Bachar al-Assad amasse depuis plus d'un mois un important renfort aux abords de la province d'Idlib et des proches adjacents sous contrôle rebelle ou djihadiste en vue d'une opération militaire d'envergure. Des bombardements Ahmed sporadiques contre le bastion anti-Assad avaient commencé le 10 août dernier avant de perdre en intensité. Et enfin, direction le Brésil, et nous allons parler ce matin donc de ce qu'a perdu l'humanité dans l'incendie du musée de Rio de Janeiro. Effectivement, Ahmed, c'est malheureux. La plus grande musée d'histoire naturelle et d'anthropologie d'Amérique latine, qui venait de fêter son bicentenaire en juin dernier, possédait plus de 20 millions de pièces, dont certaines rares et donc précieuses. Elles étaient exposées sur environ 3500 km² de salle. Le monument possédait une bibliothèque remplie de pas moins de 537 000 livres, dont 1560 ouvrages très rares, comme par exemple l'histoire naturelle, publiée en 1481. Ahmed, c'est l'un des bijoux de sa collection d'anthropologie biologique et la plus ancienne fossile humaine découverte au Brésil, qui porte le nom de Luzia. La réputation de son département, la paléontologie riche à plus de 26 000 fossiles, n'est plus à faire. Le musée national de Rio abrite
abrité un squelette de dinosaure découvert dans l'état du Minas, géré au centre du Brésil. Ahmed, de nombreux spécimens d'espèces disparues, notamment des paresseux géants, des tigres à dents, des sabres. Ces espèces risquent malheureusement d'avoir disparu une deuxième fois. Merci Samatar pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Téléjournée.